Et si j'étais présidente? Et bon, Soki Nazaki président. Et si j'étais président? Et si j'étais président? Et si j'étais présidente? Et si j'étais président? Soki Nazalaki présidente. Et si j'étais président, que ferais-je pour la République démocratique du Congo? Un espace d'expression, de proposition pour le développement de la RDC. Suivez-nous tous les jeudis à 14h30 et samedi à 17h sur iWeb Radio. Et si j'étais président, un espace d'expression pour la population de la République démocratique du Congo, nous recevons dans ce premier numéro Maître Kassel Boukassa. Il est auxiliaire de justice, ressortissant de l'université de Sorbonne où il a obtenu un diplôme d'accès aux études universitaires. Il a également obtenu un certificat en criminologie expertale à l'Institut de haute études en criminologie à Gagny en France. Il est également diplômé en droit public général à l'université Belcampus. C'est avec lui que nous allons échanger autour de ce premier numéro de notre émission « Et si j'étais président ?» Bonjour à vous, maître. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci pour l'invitation de ce jour. Et si j'étais président est un espace de liberté d'expression que nous accordons à tous ceux qui sont notamment congolais, à eux de dire ce qu'ils ont à proposer pour certainement voir ce pays aller de l'avant, se développer et sortir du gouffre dans lequel il est. Si vous étiez président, qu'aurez-vous fait? La situation dans laquelle se trouve notre pays actuellement est très catastrophique et difficile d'ailleurs même. Mais quand on veut aller au poste de responsabilité, on doit déjà avoir, dans une certaine mesure, des idées d'avance, c'est-à-dire des réflexions qui dépassent ou qui dépasseraient pour beaucoup dans ce pays. Donc, si j'étais président ou si j'arrivais, par exemple, à avoir ces postes de responsabilité de haut niveau, il faut d'abord commencer par s'atteler aux premières préoccupations, qui est celle de l'éducation nationale. Donc voilà. Là, je ne parle pas de l'éducation en tant que scolarité, mais simplement parce qu'il y a une organisation dans le chef de la population congolaise. Et c'est une question qui est majeure d'ailleurs, à laquelle, si je suis ou si j'étais président, je devrais m'atteler. Donc, il faut commencer par éduquer la masse populaire, la masse congolaise, cette masse qui a été abandonnée par le régime précédent. Je ne suis pas là pour critiquer d'ailleurs ce régime de 18 ans ou de 24 ans, mais simplement parce que quand un peuple qui est considéré effectivement comme étant, pour moi, je considère un peuple comme étant un troupeau de moutons, dont le rôle du berger appartient, où le rôle du berger revient au gouvernement, je pense qu'il a besoin, cette population du Congo, d'avoir un berger, un guide. Et si j'étais président, le premier de rôle, pour résumer tout cela, serait d'être le guide de ce peuple. L'ancien président, Joseph Kabila Kabange, l'a dit comme ça que s'il y a quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire, c'était de changer la mentalité du Congolais. Quand vous parlez de l'éducation nationale, vous parlez de recyclage, vous parlez de réforme, de récupération, d'apprentissage. C'est très large. Par où pensez-vous que vous pourriez vraiment commencer? C'est de la refondation. Vous savez, j'ai toujours entendu
les communs mortels, donc nos compatriotes, faire allusion à cette petite remarque à laquelle vous venez justement d'évoquer, qui dit que le président, l'ancien président de la République, n'avait pas réussi à changer la mentalité des Congolais. Mais c'est faux, mais c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. Donc il a réussi effectivement à changer la mentalité des Congolais. Comment? Mais le comportement qu'a le Congolais d'aujourd'hui, mais il y a 30 ans, ce Congolais n'avait pas ce comportement. Le respect, le non-respect des institutions, des valeurs qui effectivement guident la nation. Mais ce peuple aujourd'hui ne le respecte pas. La circulation au Congo. D'ailleurs, regardez une petite parenthèse. Dans la circulation routière, ce que nous voyons, les véhicules qui nous arrivent des pays qui sont anglophones. Mais ça veut dire que ce régime de 18 ans a beaucoup changé ce pays. Et il l'a même désorganisé. Et si je parle... En allant du volant gauche au volant droit, par exemple. Par exemple. Alors que la circulation ici au Congo est à gauche. Voilà. Donc, quand on a une circulation, par exemple, à droite, on a un volant qui est à gauche. Et quand on a une circulation à gauche, on a le volant qui est à droite. Mais nous avons une circulation à droite, mais malheureusement, pour nous, nous avons aussi des véhicules qui ont des volants qui se trouvent être à droite. Donc, la mentalité du Congolais a été complètement et totalement changée. Le Congolais ne sait pas vivre comme il y a plusieurs années. Nous avons vécu dans ce pays où on vivait en communauté. Mais aujourd'hui, c'est l'individualisme qui prime au détriment de la communauté. Et tout ça, c'est un problème. Et moi, j'entends dire que la mentalité ou les mentalités des Congolais n'ont pas... En fait, l'ancien président n'a pas réussi à les changer. Non, il les a complètement changés, ces mentalités. Sans le vouloir. Mais s'il l'a fait exprès, vous savez, quand un peuple est désorganisé, quand un peuple n'est pas éduqué, quand un peuple n'a pas accès facilement à l'éducation, mais qu'est-ce qui arrive par la suite? C'est les désordres. Et c'est ce que nous constatons dans notre pays. Il y a un désordre criant aujourd'hui, dans tous les niveaux et dans toutes les échelles de la vie publique ou dans le privé aussi. Et tout ça, ça pose un réel problème. Donc notre pays a été complètement, à travers le régime précédent, changé. Et ce changement, il me semble, doit commencer depuis le gouvernement des gouvernants aux gouvernés. Ou seulement les gouvernés? Le changement doit venir de partout. Ce n'est pas qu'au niveau des gouvernants ou des gouvernés, non. Tous. C'est toute la population du Congo qui doit changer. Et comment est-ce que ce changement devrait arriver? C'est là que j'allais arriver. C'est par des méthodes d'éducation, par des organisations, de conférences, la manière de pouvoir expliquer l'importance du pays à ceux qui gouvernent et aussi à ceux qui sont gouvernés. Ça, c'est important. On ne peut pas éduquer une masse sans pour autant être soi-même éduqué. Donc, l'exemple viendra d'en haut, et puis après, ces exemples-là seront répandus à travers la masse ou les masses populaires. Est-ce que ceux qui gouvernent vont se plier à une tierce personne qui apporterait l'idée de suivre ce nouveau vent, ce changement qu'on vient leur apporter sur la table? Est-ce que ce sera facile? Ou c'est dans les gouvernés, les gouvernants, parmi eux devraient naître des gens qui pensent ainsi? Mais est-ce qu'ils arriveront à suivre? Il y a un problème. C'est que l'application de lois dans ce pays n'est pas respectée. Alors tout doit commencer par là. Quand on dit que la loi est dure, mais c'est la loi, effectivement, mais elle doit être d'application. Alors, il faut simplement se référer aux lois. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs le président Etienne Tshisekedi parlait beaucoup plus de l'instauration de l'état de droit. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un état de droit, c'est à ce moment-là, effectivement, que ceux qui sont là et ceux qui vont nous succéder auront un état. Et les lois qui sont faites aujourd'hui dans notre pays ou qui existent sont là
mais malheureusement, elles ne sont pas d'application. Et il faut commencer par le respecter, les mettre en application pour pouvoir donner à chacun et à chacune des filles et des fils de ce pays de pouvoir s'y conformer. Et quand cela est fait, tout le monde, c'est-à-dire du côté du gouvernant et du côté des gouvernés, les choses partiront d'elles-mêmes et auront pris la bonne direction. Mais maître, actuellement, la justice de notre pays est accusée d'être incompétente face à toutes les bavures, les détournements que le pays est en train de subir, la caisse de l'État, mais qu'on ne sente pas tellement des sentences appliquées et respectées par rapport aux détourneurs. Vous pensez que cette même justice arrivera à ramener cet état d'ordre dans le pays, dans le chef même de la population, depuis le haut sommet jusqu'au tout dernier, au plus bas? Il y a un problème d'homme au Congo. La justice, elle n'est pas, comme vous venez de le dire, non, elle n'est pas légère. Mais c'est une question d'homme. Mais maintenant, comment est-ce qu'il faut dénicher des talents pour pouvoir mettre en application les lois de la République et que chacun puisse s'y conformer? Ça aussi, c'est un autre aspect des choses. Mais il faut avoir ce courage politique. Nous avons un président de la République qui est là, qui peut faire beaucoup de choses en rapport avec les lois du pays. Mais il lui faut du courage. Et en politique, il faut en avoir. Donc le courage, c'est important pour pouvoir prendre des mesures permettant à chacun, à chacune de respecter les lois du pays. Et c'est ce qui est d'ailleurs important. Vous parlez de détournement de fonds publics, vous avez parlé de toutes ces négligences-là. Chez les Gélous, 145 territoires, les universités modernes qui devraient être construites dans le Grand Kassai. Voilà, donc il faut avoir du courage. Nous sommes sortis d'un système qui était un système de confusion de pouvoir. Et le président Tshisekedi qui est arrivé est un démocrate qui, dans son esprit, veut installer un état de droit au Congo. Mais maintenant, comment installer cet état de droit? Il faut avoir du courage, il faut mettre en place des lois efficaces pour effectivement empêcher les mauvaises pratiques d'hier. Et ces mauvaises pratiques ne peuvent s'arrêter qu'avec une application stricte de loi. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Je suis en train d'espérer que nous allons arriver à dénicher cet homme. Quand vous avez parlé de démocratie, vous avez dit que notre président actuel est démocrate. Vous ne pensez pas que nous devrions faire marche arrière un peu comme avec l'ancien président Mobutu Sese Seko, qui, lui, a toujours pensé que la meilleure façon de faire n'était pas la démocratie, pour un peuple comme le nôtre? Non, la démocratie, c'est un moyen qui permet à chacun de s'exprimer. Mais maintenant, nous sommes sortis d'un pouvoir qui était, à mon humble avis, qui n'était pas vraiment une dictature, mais qui était justement un régime de confusion de pouvoir. C'est-à-dire, moi, j'ai considéré cela comme étant une organisation qui serait criminelle, en fait, où on réglait les comptes, où quand tel ou tel autre ne se comportait pas comme tel, il fallait le mettre en prison, il fallait le bâillonner, il fallait faire tout cela. Mais maintenant que nous avons un président démocrate qui vient d'arriver et qui peut faire des réformes pour pouvoir changer les choses, nous avons besoin d'une période de transition, en réalité. C'est-à-dire que quand on quitte un système, on ne peut pas directement embrasser un autre système aussi facilement comme ça. Donc il nous faut une période de transition pour pouvoir permettre à chacun, ou aux fils et filles de notre pays, de pouvoir accéder à ce système qui est démocratique. Donc on n'a pas besoin d'imposer une dictature, mais c'est par des méthodes douces, explicatives, que le peuple pourra effectivement changer de cap et se mettre au régime démocratique. Mais s'il faut qu'on suive le quotidien du Congolais, on va se rendre compte qu'on est naturellement têtu. Par exemple, lorsque nous sommes passés dans la période de Covid-19 et qu'on demandait
et c'était obligatoire à tous de porter un masque. C'était d'ailleurs pour le bien de chacun de pouvoir se protéger. Il a fallu qu'on mette une sanction, celle de payer une amende de 5 000 francs ou même de se faire incarcérer si jamais vous ne portez pas votre masque. Parce qu'avant ça, les gens avaient du mal à respecter cette décision qui était pour l'avantage de chacun d'ailleurs, pour protéger. Il fallait qu'on dise 5 000 francs. En ce moment-là, tout le monde s'était senti contraint d'avoir son masque et de le mettre surtout dans les lieux publics. Lorsque cette décision-là c'est un tout petit peu relâchée, on a replongé dans le rythme d'avant. Vous ne pensez pas que le Congolais a besoin de la dictature, a besoin du fouet pour se redresser? Non, l'époque... C'est une forme d'éducation aussi, c'est une forme de réforme. L'époque de l'esclavagisme est déjà révolue. Vous savez, la loi, elle est dure, mais c'est la loi. J'ai sillonné ce monde. J'ai été un peu partout. Et dans des grandes démocraties auxquelles nous aspirons, il n'y a pas besoin de fouetter les gens pour pouvoir s'exprimer ou leur faire comprendre ce qui se passe en fait en réalité. Mais nous avons simplement besoin de mettre en place les lois. Et les lois qui devront être d'application, je l'ai dit au début de cette émission. C'est-à-dire que quand la loi est d'application, et tout le monde d'ailleurs a l'obligation de le respecter, parce que par sa définition, la loi c'est une règle générale et qui est impersonnelle. Mais tout celui qui enfreint à la loi doit être sanctionné. Mais la sanction, elle doit être sévère. Et c'est justement avec cette sévérité que le commun mortel aura modifié aussi en même temps son comportement. Alors, il n'a pas besoin d'être fouetté pour qu'il change l'homme. Il a simplement besoin d'avoir des méthodes, de moyens de persuasion pour lui permettre de comprendre réellement le bien fondé de ces mesures, de lois et de ce qui doit être appliqué. Et en ce moment-là, son comportement sera aussi en même temps, saura s'adapter aux réalités de son pays. Donc ici, on n'a pas besoin de dictature, on a simplement besoin de pouvoir éduquer la masse. Mais trouver le moyen de le faire et faire comprendre à la population comment qu'il faut marcher, comment est-ce qu'il faut se comporter pour permettre au pays aussi de retrouver la possibilité de se développer. C'est ça le plus important. Combien d'années vous donnez à la population congolaise pour qu'elle arrive à vivre ce changement dont vous parlez maintenant, pour qu'on arrive à relever le mental, le niveau intellectuel du Congolais? Combien d'années? Vous savez, si on est sérieux, si on veut vraiment faire quelque chose, avec abnégation, avec amour, et aussi avec beaucoup de volonté et de détermination, on ne va pas se donner beaucoup de temps. On peut estimer à 15 ans le relèvement de ce pays. Mais il faut avoir des hommes capables, des gens responsables, déterminés, et qui vont s'abandonner. C'est-à-dire le responsable... Se laisser aller, se laisser faire. Voilà. Et se dire, oui, nous sommes là pour notre pays, nous sommes là pour notre population, nous sommes là pour le développement de la nation. Donc en ce moment-là, nous, en tant qu'individus, nous devons en réalité nous abandonner et donner notre vie et donner notre savoir et mettre en place des lois. Moi, je parle beaucoup plus de lois. Pourquoi les lois? Parce que les lois sont une forme de dictature, mais qui sont imposées à tous. Et voilà, sans exception. Sans exception. Et ce n'est que par les lois que les changements viendront. Tous les changements viendront que par les lois. Donc nous avons besoin simplement d'avoir des gens qui auront la possibilité, l'envie, la volonté, la détermination de pouvoir aider ce pays. Vous savez, les gens, les gens ne manquent pas. Les bonnes volontés ne manquent pas. Les gens déterminés, les personnes déterminées ne manquent pas dans tout le pays. Mais qu'est-ce qui fait que ça bloque ici? Il y a des gens de bonne volonté, même le président de la République actuelle a la bonne volonté de faire évoluer, faire développer le pays, mais il n'y arrive pas. Trop de bâtons dans les roues. Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Mais c'est parce que nous avons érigé en mode de vie un certain comportement. Et ce comportement a pris place. Et ce comportement est ancré en nous.
Et même si vous arrivez aujourd'hui, nous avons entendu par le passé certains dirigeants dire « Ah, Mboko est bongate ». Mais ils ont tort. Comment est-ce que dans d'autres pays, nous vivons ce changement? Des gens qui arrivent et qui mettent du sérieux dans ce qu'ils font. Et on a des valeurs de développement qui s'affichent dans ce pays-là. Et pourquoi pas chez nous? C'est parce que nous nous contentons en fait de ce petit peu que nous avons. Et nous ne regardons pas l'intérêt général, puisque simplement on nous a mis en tête que nous n'avions pas la possibilité, nous en tant que Congolais, de nous développer. Et cette politique-là est ancrée dans la mentalité du Congolais. Et il y a pris beaucoup de place. Mais il est possible à un homme de changer. Le changement, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Mais qui, s'il le faut, doit intervenir dans la vie de tout et chacun d'entre les Congolais. Donc moi, je pense que le président de la République a beaucoup de bonne volonté. Mais le problème, c'est autour de l'organisation, de ses collaborateurs qu'il a autour de lui. Et chacun arrive dans son esprit de dire « Ah oui, c'est mon tour aujourd'hui et que je vais profiter. » Mais vous profitez pour quoi faire? Si vous venez vous détourner les fonds publics pour vous offrir des immeubles, pour vous offrir des grandes jeeps, mais ça, ce n'est pas le développement, ce n'est pas ça le profit. Donc, il faut avoir des hommes capables, déterminés, de pouvoir donner la possibilité au président de la République, dans son entourage, à travers ses collaborateurs, de pouvoir changer. C'est possible le changement ici au Congo. Il est possible le changement ici au Congo. Voilà, nous avons pris votre première proposition. Oui. Si vous étiez président, par où vous aurez commencé? Vous avez parlé d'éducation nationale et nous avons laissé amplement le temps de vous étaler par rapport à ça. Nous allons toucher le deuxième point qui est l'insécurité à l'est du pays. Si vous étiez président, qu'aurez-vous fait pour mettre fin à la guerre de l'Est? Nous avons tous compris que la guerre à l'Est, c'est une affaire de puissance obscure. Des gens qui viennent de l'extérieur et qui sont avides de nos richesses. Et notamment, nous avons la République du Rwanda qui, à travers son élite, notamment Paul Kagame et ses amis, ont des velléités expansionnistes et qu'ils cherchent effectivement à pouvoir nous prendre un pan de territoire, l'annexer au Rwanda et profiter de nos richesses. À l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, il l'avait dit. D'ailleurs, il a fait un périple à travers les 9 pays voisins pour pouvoir dire à nos voisins, effectivement, que nous avons la possibilité de travailler ensemble. Et que ce pays pouvait aussi profiter de nos richesses. C'était une erreur à votre avis? Non. Non. Il ne l'aurait pas fait. On ne saurait jamais que le Rwandais avait des mauvaises intentions sur le Congo. Il ne l'aurait pas fait. On ne saurait jamais qu'il y avait des puissances obscures qui cherchaient effectivement à rentrer au Congo sans passer par des voies légales, mais de pouvoir tirer profit à travers les guerres qui sont faites. Vous imaginez une rébellion qui ne tourne qu'autour de certaines localités bien précises. Mais ça, ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une vraie guerre. Donc, le président Tshisekedi est un grand diplomate qui avait compris qu'il fallait essayer de calmer nos voisins en cherchant la collaboration de tous les pays voisins. Mais malheureusement, dans sa bonne volonté, dans sa bonne foi, il a été trompé. Donc il n'a pas commis d'erreur. Il a simplement joué le bon jeu et qu'aujourd'hui, le monde entier regarde le Congo et dit « Ah oui, ce pays est agressé ». Donc pour terminer cette guerre, il y a d'abord la volonté qui doit être exprimée par les Congolais. Nous devons nous unir tous pour dire oui, nous n'allons pas laisser une partie de notre territoire être annexé au Rwanda. Être annexé par nos voisins, dont le Rwanda.
Donc, c'est une question d'unité nationale. Mais vous aurez constaté que dans notre pays, nous avons déjà qui conspirent contre le Congo, qui n'aiment pas ce pays. Pourquoi? Simplement parce qu'ils cherchent à profiter de cette guerre pour pouvoir s'enrichir. J'ai entendu dire, pas trop longtemps, au niveau de notre Parlement national, par le président du Parlement, qui s'adressait à ses collègues du Nord Kivu et qui leur a demandé, effectivement, d'arrêter de soutenir les groupes armés. Vous imaginez un député ou un groupe de députés soutenir des groupes armés qui viennent agresser leur population, à qui, au moment des élections, ils vont aller demander le suffrage à ces gens-là. Mais c'est très grave. Et ces gens sont identifiés. Ils sont dans notre Parlement, ils sont dans notre Sénat, ils sont dans des postes de responsabilité dans ce pays. Et vous imaginez ces gens laisser coopérer avec les agresseurs pour pouvoir attaquer leur propre pays. Et ces gens sont ici au Congo. Mais c'est très grave. Ces gens ne doivent plus exister en tant que politiques. Ils doivent être arrêtés, interrogés et mis hors d'état de nuire. Mais qu'est-ce qui manque au président de la République d'aller dans ce sens-là, celle que vous Mais c'est un démocrate. C'est un démocrate, il l'a dit. Donc vous me rejoignez un peu quand je dis que la démocratie n'est pas tellement celle qu'il faut. Non, la démocratie, c'est une bonne forme de politique qui doit être appliquée pour tout un peuple. Mais simplement, c'est que je vous ai parlé de loi ici. C'est-à-dire que les lois doivent être d'application. Et quand on n'applique pas des lois, parce qu'à toutes les échelles de la vie publique, c'est-à-dire même les magistrats, ceux qui doivent instruire pour dégager les responsabilités de tout et chacun, ces gens sont corrompus. Comment voulez-vous que les choses marchent dans ce pays? Donc, au président de la République, d'avoir un courage, le courage politique, de prendre des décisions dépassant largement sa conception de l'état de droit pour pouvoir mettre hors d'état de nuire tous ces gens-là. Donc la guerre à l'Est, c'est une question d'unité nationale. En fait, pour résumer ça. Donc si vous étiez président, vous allez commencer par l'unité nationale. C'est une question d'unité nationale. C'est-à-dire que toutes les forces vives de la nation doivent se réunir et comprendre l'intérêt qu'il y a de garder le Congo dans son entièreté, que l'on puisse avoir une partie qui soit annexée de l'autre côté de notre frontière. Donc, si les Congolais arrivaient à comprendre cela et qu'ils se mettaient autour d'une table, discuter de ce problème et pouvoir donner la possibilité au pays d'avancer, je crois que cette guerre-là, qui n'est pas aussi une guerre proprement dite, voilà, s'arrêterait. Donc voilà, c'est une question d'unité nationale. Merci à vous, Maître Kassel Bokassa, d'être passé. Merci pour ce moment. Merci pour ces idées et ces propositions. Nous donnerons le meilleur de nous pour que vous soyez entendus et que certainement dans les jours à venir, nous arrivions à mettre, que le gouvernement arrive à mettre en œuvre les propositions que vous nous avez ici étalées. Merci. Voilà, c'était donc Maître Bokassa Kassel qui était avec nous dans le premier numéro de « Et si j'étais président ?» Il a donc donné ses propositions pour voir la République démocratique du Congo aller de l'avant. Chers auditeurs, chers lecteurs et internautes de iWeb Radio, restez connectés. Nous allons nous retrouver très bientôt pour un autre numéro. Au revoir.